protège l'entrée de la baie de Santiago de Cuba depuis 1638. Il est équipé d'un savant système de défense en étoile avec des douves, des murs épais et des tourelles d'angle. À noter la rampe qui servait à monter les boulets de canon jusqu'au bastion. Quand on arrive à Santiago par la route, c'est le général Antonio Maceo qui nous accueille. En fait, Santiago est le berceau de la révolution cubaine. Déjà en 1953, Castro avait échoué dans sa tentative contre la caserne de l'armée de Batista à Santiago. Mais c'est du balcon de l'hôtel de ville qu'il a proclamé, à côté de son frère Raoul, la victoire de la Révolution le 1er janvier 1959. L'hôtel de ville domine toujours la place Céspedes avec l'hôtel Casagrande et la cathédrale, plusieurs fois reconstruite depuis 1528 et fragilisée par le temps avec son dôme soutenu par des échafaudages, tandis que les cloches ont été décrochées du clocher pour des raisons de sécurité. Sur un des côtés de la place Céspedes, la maison-musée de Diego Velázquez, le fondateur de la ville en 1511. Beaucoup d'influences mauresques à l'étage qui entourent un jardin où se produisent des groupes de musique traditionnelle. La place Céspedes est le cœur de Santiago. Il fait bon regarder le temps passé ou encore écouter de la musique sur un banc. Tout comme cette balayeuse, prendre un repos d'autant plus mérité qu'elle gagne au maximum 15 € par mois. La place Marte, dédiée à Mars, dieu de la guerre, a d'abord accueilli des militaires et des condamnés à mort. À présent, c'est un espace de jeu et de manège assez vétuste et manœuvré par les parents. C'est surtout un lieu paisible de rencontres, de conversations et de spectacles en fin de journée. Le palais de justice est un des beaux édifices de Santiago, la deuxième ville du pays avec ses 450 000 habitants et la capitale de l'Oriente, la région à l'est de Cuba. Avec une multitude de toits de tuiles rouges, la ville s'étale à l'horizontale entre mer et montagne. Ses rues ondulent à flanc de collines, avec certaines maisons très dégradées, tandis que des quartiers descendent en pente raide vers la baie. Nous sommes dans une casa particular à quelques rues de la cathédrale et du quartier historique. Sur le toit de la maison, une terrasse pour prendre les repas et savourer la fameuse langouste de Cuba. La ville se couche tard, mais se réveille tôt. Dans une boulangerie du quartier, les habitants viennent chercher leur ration de pain quotidienne depuis des décennies.
centre-ville est animé comme une grosse bourgade provinciale, avec des camions des années 50 aménagés pour les transports en commun, tandis que sur les panneaux s'annonce toujours le Nous vaincrons avec Fort de tous. Dans les rues plus tranquilles du centre, des boutiques et des étalages de production locale qui ont fait leur apparition depuis quelques années seulement. Et c'est avec courage et même témérité qu'on peut faire appel à un barbier. À ses risques et périls. Mais non sans plaisir pour les autres. Autour de la Plaza de Dolores, où l'on passerait des heures à ne rien faire, des restaurants où nous avons l'habitude de prendre nos repas dans un décor de verdure. À quelques pas de là, la statue du célèbre Miguel Matamoros et la Casa de la Trova, une des bonnes adresses pour écouter et pour danser toute la journée jusqu'après minuit sur la musique des trovadores. On est dans la Mecque du son. Cette célèbre musique cubaine est née ici. Et elle est jouée partout, même la nuit. À quelques kilomètres de Santiago, la plage tranquille de Siboney, où les pêcheurs proposent des langoustes pêchées du jour. C'est aussi le village natal du musicien mythique Compay Segundo, mondialement connu et décédé en 2003 à 95 ans. Sa tombe est au cimetière Santa Ifigenia de Santiago, non loin de celle d'Emilio Bacardi, fils du fondateur de la maison Bacardi, et de nombreux personnages illustres de l'histoire cubaine. C'est une garde d'honneur, 24 heures sur 24, qui garde le mausolée de marbre blanc de José Martí, l'apôtre de l'indépendance de Cuba en 1898. Après avoir quitté Santiago vers l'est, un poste de contrôle nous indique la proximité de la ville de Guantánamo et de l'enclave militaire américaine. Puis ce sont les villes de San Antonio del Sur et d'Imias, en longeant la côte rocheuse jusqu'à Cajobabo, où s'amorce la traversée du massif de Sagua Baracoa, la route taillée dans la montagne dans les années 1960 et qui a permis de désenclaver la région auparavant isolée du pays. Le passage du col de Cotilla nous annonce une longue descente enlacée dans une nature tropicale grandiose où, profitant d'un microclimat océanique, la région produit de tout. Noix de coco, bananes, canne à sucre, mais aussi cacao et café.
avec les encouragements du leader suprême. Au passage, un collège mixte où les garçons ont avantage à réussir leurs études pour éviter les 3 ans de service militaire. En arrivant à Baracoa et en passant devant la statue de Christophe Colomb qui était là en 1492, nous sommes à 1100 km de La Havane. Au cœur de cette petite ville de 45 000 habitants, la cathédrale en rénovation et face à elle, la statue de Otway, le chef rebelle des Indiens Taïnos qui a été brûlé et dont le peuple a été décimé par les colonisateurs espagnols. Ce petit parc devant la cathédrale est au centre de l'animation, de la musique et de la danse. Baracoa, la plus ancienne ville de Cuba, fondée en 1511, dégage un charme assez subtil. En dehors de son centre minuscule et assez bruyant durant le jour, avec des boutiques et des étalages, c'est une ville où on se sent bien, avec un environnement exceptionnel. On découvre une bourgade tranquille, avec des vieilles maisons en bois, quelques demeures à colonnades, dans des rues où on rencontre plus de vélos-taxis que de voitures. À la pointe du Malecón, l'hôtel de la Russa, une cantatrice russe exilée à Cuba et qui a accueilli Castro et le Che dans son hôtel durant l'insurrection. À 2 rues de là, la petite baie de Baracoa abrite le port de pêche. La ville, dominée par la montagne carrée El Yunque, l'enclume, s'étire le long de la grande baie de Miel, avec sa plage immense et souvent déserte. Au bout de la plage, la rivière Miel se jette dans une petite baie qui abrite un village de pêcheurs avec de longues passerelles en bois assez particulières. Au-delà du village de Boca de Miel, on entre dans la zone naturelle protégée de Yara Mahayara, où la végétation, les chemins et les maisons semblent sortir d'une autre époque. C'est en empruntant un sentier surélevé, empierré, précolombien et plutôt abrupt qu'on parvient à une des grottes ornées de peintures rupestres. Cette zone est propice à toutes les cultures, les cocotiers pour les noix de coco, les albaricoques qui ne sont pas des abricots, et surtout la meilleure espèce de cacoyer, le criollo, avec ses cabosses rougeâtres qui poussent directement sur les troncs d'arbres et les grosses branches. Les petits producteurs sont fiers de montrer comment, à partir des cabosses coupées en deux, les fèves couvertes d'une pulpe blanche visqueuse sont laissées à fermenter pour dégager les graines qui sont séchées, torréfiées et concassées, puis
puis mélangées au beurre de cacao pour façonner des boules de cacao noir. Fondues et additionnées de sucre, elles sont moulées en tablettes. Un régal. La route côtière nous permet d'atteindre le canyon de la rivière Yumuri. On la remonte en barque, suivie par des habitués, au cœur d'une nature tropicale foisonnante. Calme, tranquille, avec une eau douce extraordinaire. Dans cette végétation luxuriante, des polynitas, des escargots au coloris superbe, une espèce protégée car une espèce en danger. Comme toute la nature de cette région, d'une authentique et exceptionnelle beauté. Tocados por manos de negros cubanos que hayan jurado tocar su tambor. ¡Oh!